Je vous ai mis cette... merci Alain pour cette introduction, trop élogieuse. Je vous ai mis cette diapo en premier, parce qu'évidemment, ce tableau de Gauguin très célèbre, parce qu'évidemment, c'est la question que se posent tous les chercheurs, que ce soit des chercheurs en anthropologie, en biologie, en histoire des religions. Mais il y a une autre raison, et je vous la dirai à la fin, qui est une raison un peu plus humoristique. Donc, je vais répéter pas mal de choses que Alain a déjà dites à son cours d'ouverture de sa chaire et ensuite aux deux cours suivants. Mais pourquoi pas répéter un tout petit peu les choses. Et je voudrais vous présenter mes excuses parce que beaucoup de mes diapos sont en anglais. Donc j'essaierai de les traduire pour vous. Mais comme vous le savez sûrement, la langue scientifique, c'est l'anglais. Et même maintenant, dans nos séminaires, à l'intérieur des instituts français, on se parle anglais parce qu'il y a beaucoup de chercheurs étrangers. On est obligé, la langue scientifique, c'est l'anglais, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Alors, le système immunitaire, vous avez déjà entendu Alain vous raconter ça, doit être spécifique, il doit nous protéger contre une infection précise, il doit s'améliorer, donc nous protéger de mieux en mieux, il doit garder la mémoire de cette infection et de la meilleure protection possible contre elle, donc on va stocker en mémoire la meilleure protection, les cellules qui ont fait le meilleur travail pour protéger mieux, et vous verrez ce que ça veut dire pour les cellules B. Et évidemment, et ça, je ne vais pas en parler, il doit distinguer le soi du non-soi, c'est-à-dire qu'il ne doit pas attaquer le soi, et il doit rester uniquement concentré sur les attaques venant du monde extérieur. Quand on attaque le soi, on est dans l'auto-immunité, on est dans une pathologie. Alors, encore une fois, de façon très schématique, Alain vous a parlé des lymphocytes T, moi je vais vous parler des lymphocytes B. Oui, il y avait un pointeur, non ? Donc, Alain vous a parlé des cellules T, et moi je vais vous parler des cellules B. Vous savez qu'elles ont un précurseur lymphoïde commun, donc on est dans les populations lymphocytaires. Alors à nouveau, je répète des choses qui ont été dites, dans la moelle osseuse, il y a une production continue de cellules B pendant toute la vie, et c'est un chiffre que j'aime bien parce que il y a environ 6 milliards d'individus sur Terre aujourd'hui. On est très impressionné par ce chiffre, mais on produit 5 milliards de cellules B tous les jours dans la moelle osseuse. Donc, finalement, les choses sont assez relatives. Alors, il y a 5 milliards de cellules B qui sont produites chaque jour dans la moelle osseuse. Il y en a 400 milliards dans le corps. Dans 1 millilitre de sang, on trouve plusieurs milligrammes d'anticorps. Là, on est sur la partie B, les cellules B et les plasmocytes qui sécrètent des anticorps. Mais je vais revenir là-dessus. Mais vous pouvez évidemment m'arrêter si vous trouvez que je suis vraiment trop incompréhensible. Et ça, c'est un chiffre aléatoire. Il existe environ 10 millions de spécificités différentes, chacune étant présente 1 milliard de fois. Bon, ça reste ouvert. Alors, comme vous l'a dit Alain, on se retrouve pour les cellules B avec le même type de séquence que pour les cellules T. On a, lors de la réponse de ces cellules B, on a d'abord évidemment une amplification de la réponse. Et puis, avec le temps, et là, on a ce phénomène que je vais vous décrire, qui est l'amélioration de la réponse, qui est unique aux cellules B, qui n'est pas vraiment présent dans les cellules T, en tout cas pas de la même façon. Il y a de la sélection, mais il n'y a pas ce mécanisme moléculaire d'hypermutation qui permet d'améliorer la réponse. Ça se fait dans les semaines après la rencontre avec l'antigène. Je reviendrai sur tout ça. Et après, il y a la contraction et il y a la fameuse mémoire. Alors la mémoire humorale, la mémoire lymphocytaire B, elle est faite de 2 couches. Il y a la mémoire sérologique, c'est-à-dire les anticorps qui sont présents dans le sang et qui sont sécrétés par des plasmocytes. Et il y a des cellules à mémoire B qui sont présentes en général dans les organes lymphoïdes, et vous verrez notamment dans la rate. Donc 2 types de mémoire, des anticorps présents dans le sang, c'est ça qu'on mesure en général quand on veut savoir si quelqu'un a été vacciné correctement contre le tétanos, on mesure le taux d'anticorps anti-tétanos dans le sang, et des cellules à mémoire, des cellules B à mémoire dans les organes lymphoïdes. Donc 2 couches de mémoire, et on verra en fait pourquoi on a ces 2 couches de mémoire qui sont finalement un peu redondantes. Car si les anticorps peuvent gérer l'invasion d'un pathogène, pourquoi il nous faut en plus les cellules B à mémoire? Alors ça, c'est un travail qui a été fait par Slivka, qui rejoint un peu, encore une fois, ce que Alain a montré, dans le New England Journal of Medicine, qui était un travail assez fantastique. Il a suivi sur 15 ans les taux d'anticorps chez tout un groupe d'individus. Et à partir de cette mesure sur 15 ans, il a pu, par un logarithme, extrapoler quelle était la demi-vie de ces anticorps. Et on s'est aperçu que pour le vaccinia, pour le virus de la variole, c'était autour de 92 ans, la demi-vie de ces anticorps. Mais par contre, pour la rougeole, c'était 3014 ans.
Pour les oreillons, on est à 542 ans. La rubéole, 114 ans. Tétanos et diphtérie, c'est plus bas. Donc on se retrouve avec une situation où ces anticorps sont présents pendant notamment toute la vie de l'animal, ou toute la vie de l'individu, mais qu'en fait, si l'individu pouvait vivre 2000 ans, ces anticorps seraient toujours présents. Il y aurait toujours des cellules pour les sécréter. Ça, c'est un phénomène nouveau qui a été difficile à intégrer. Cette situation où des anticorps sont sécrétés, où il y a des usines à sécréter des anticorps pendant toute la vie de l'individu après une vaccination. Alors, juste un détail, c'est que celles les plus performantes de ces vaccinations, vaccinia, measles, rubéole et oreillons, sont faits avec des vaccins atténués. On pense quand même aujourd'hui, alors que ça c'est fait avec des protéines, la toxine tétanique, la toxine diphtérique, on pense quand même que les vaccins atténués, et ça c'est presque un autre sujet, les vaccins atténués, vivants atténués, vont donner une mémoire beaucoup plus longue que si on utilise des protéines isolées. Alors, Alain vous a montré, et m'a demandé si j'allais le montrer à nouveau, la réponse B, ça c'était la réponse anticorps, qui est gérée par les plasmocytes, on en reparlera. Ça c'est la réponse B. Alors ces cellules mémoire B, comme je l'écris, elles vivent aussi longtemps que nous vivons, car sur un travail de Crotty et Rafi Ahmed en 2003, montrait qu'en fait, si on regardait le sang d'individus 50, 60 ans après la vaccination, la variole c'est un très beau modèle, parce que les gens de plus de 40 ans ont été vaccinés autour de l'âge de 10 ans en général, et après, le virus ayant été éradiqué de la planète, ils n'ont plus jamais rencontré ce virus. Donc ils ont fait un stock de cellules à mémoire à 10 ans, et quand on les étudie, ces cellules à mémoire à 60 ou 80 ans, elles sont le produit ou ce sont ces cellules à mémoire telles qu'elles ont été faites. C'est toute la question. Rafi Ahmed et Crotty ont montré qu'il y avait 0,1 à 0,01% d'IgG de cellules spécifiques antivarioles 20 à 50 ans après la vaccination dans le sang. Alors nous, on a fait un petit travail là-dessus et on a montré qu'en fait, ces cellules à mémoire antivarioles étaient présentes en beaucoup plus grande quantité dans la rate, qu'il y avait une concentration beaucoup plus importante dans la rate et qu'en fait, il y avait 2 à 4 fois plus de long-lived memory B cells dans la rate que dans le sang. On en a 0,5, 10, 5, c'est-à-dire à peu près 50 à 100 000 dans le sang contre la variole, et 5 millions à 10 millions dans la rate. Et cette observation nous a passionnés parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ces cellules sur une rate de quelqu'un de 85 ans qui a été vacciné à 10 ans? Qu'est-ce que c'est que ces cellules qui ont tenu pendant 65 ans dans la rate, qui n'ont plus jamais vu l'antigène? Est-ce qu'elles ont proliféré ou pas entre l'âge de 10 ans et 85 ans? On n'en sait rien. On sait sur la souris que sur les manips sur la souris, il a été montré que les cellules à mémoire étaient quiescentes. Une fois qu'elles avaient été faites, elles ne proliféraient plus, à moins d'être stimulées. Donc pendant 1 an, ces cellules étaient quiescentes. C'est un travail du groupe de Klaus Rajewski. Donc on a pensé qu'il fallait isoler ces cellules. Après de très nombreux essais, je vous l'avoue, qui ont duré 4 ans et demi, on a trouvé une protéine de la variole, une protéine à la surface de la variole, qui permettait de reconnaître ces cellules. Donc ce qu'on a fait, c'est tout à fait préliminaire, et je vous en parle parce qu'on est entre nous, avec cette protéine de la variole, on a enrichi très fortement pour ces cellules B antivarioles à partir de rates de gens de 80, 85, 65 ans. Et ce qu'on a, donc on a une pureté de 50 à 90%. Donc on a quelques milliers de cellules qui sont ces cellules B qui ont peut-être été faites il y a 70 ans ou qui sont le produit de celles qui ont été faites il y a 70 ans. Et actuellement, on est en train de faire la séquence ARN, ce qu'on appelle le RNA-seq, la séquence ARN de ces cellules en les comparant à d'autres cellules et la séquence des micro-RNA. Et l'hypothèse qui peut être fausse, comme toutes les hypothèses, c'est qu'il y aurait une signature particulière de ces cellules que j'appelle, moi, un peu par provocation, des cellules normales immortelles. Ce sont des cellules normales, elles sont immortelles et elles vont réagir très rapidement si elles rencontrent le pathogène. Donc, elles sont dans une niche particulière et j'avais fait l'hypothèse, on a fait l'hypothèse au laboratoire, qu'elles ont une signature particulière qui nous apporterait de la connaissance générale sur qu'est-ce que c'est qu'une cellule qui peut durer si longtemps dans l'organisme, et ça nous apporterait aussi peut-être une connaissance sur comment modifier les vaccins, comment trouver les adjuvants pour faire exprimer cette signature et faire que tous les vaccins puissent avoir cette longévité. Bon, ça c'est... Alors maintenant, on rentre dans les détails de la réponse immune. Qu'est-ce qui se passe? Alors vous l'avez vu avec Alain. Il y a d'abord une cellule dendritique
qui va activer une cellule T. Alors tout ça, c'est ce qu'on appelle cognate dans notre langage talmudique entre immunologistes. C'est-à-dire que la cellule T va reconnaître le MHC présentant le peptide de cet antigène ou de ce pathogène. Et ensuite, cette cellule B, qui a été activée par le même antigène, mais là, ce n'est pas un peptide, c'est l'antigène entier ou le pathogène entier, va le représenter à cette cellule T. Et évidemment, il y aura des cours ultérieurs qui vont montrer ça plus en détail. Donc, la première chose qui va se passer lors de l'entrée de l'antigène, ça va être la production de plasmacelles. C'est-à-dire que dès les premiers 24 heures, et en fait, c'est un peu normal, il faut produire tout de suite des anticorps pour nous protéger. Donc, la première chose, c'est ce qu'on appelle les short-lived plasmacelles, c'est-à-dire que c'est des cellules plasmatiques qui ne vont pas durer longtemps, mais qui vont sécréter des anticorps et qui vont permettre de nous protéger déjà un peu. Maintenant, ces anticorps, on les appelle germline, car ils n'ont pas subi de mutation somatique, ils n'ont pas été améliorés. C'est les premiers anticorps que font les cellules, tels que des cellules naïves peuvent les faire. Alors, on continue. Alors, évidemment, si on commence à rentrer dans les détails, il y a un récepteur qu'on appelle un récepteur orphelin EBI2, parce que la première rencontre se fait dans les zones T des follicules lymphoïdes. Si on prend un organe secondaire, disons que moi je parlais toujours de la rate, dans la rate il y a donc des follicules lymphoïdes dans la zone blanche. On est dans la zone T des follicules lymphoïdes et on a cette rencontre à 3 entre les DC, les TH et les B. Et on produit ces lymphocytes. Ensuite, il y a ce récepteur orphelin EBI2 qui a été découvert par Jason Sister il n'y a pas longtemps et qui permet de passer de la zone T à la zone B du follicule. Là, on peut encore produire des plasmocytes à courte vie, mais on rentre dans une autre étape qui est celle qu'on appelle pré-centre germinatif. Et je vous parlerai pas mal de ces centres germinatifs parce que c'est quand même le moteur de toute cette histoire. C'est là où tout se passe. Ces cellules pré-centre germinatif, et à nouveau, ça c'est un concept. C'est un concept qui est assez récent, qui date de 2012-2013. On s'est aperçu qu'à ce stade pré-centre germinatif, on commençait à faire des cellules à mémoire, qu'on appelle GC independent, des cellules à mémoire indépendantes du centre germinatif qui, lui, aura lieu après. Donc on est avec des cellules à mémoire qui sont déjà faites là, ce ne sont pas ces plasmocytes, elles aussi, elles ont un anticorps qui est le même que celui des cellules naïves, et on pense que ces auteurs ont montré que ces pré-JCB cells vont donner des mémoires IgM et IgG en dehors de la réaction centre germinative. Ils ont montré ça sur les cellules, sur les souris BCL6-, parce qu'on sait que les souris BCL6- ne font pas de centre germinatif. Donc ces souris qui étaient KO pour BCL6 faisaient ces mémoires IgM et IgG pré-centre germinatif. En fait, ils ont montré aussi que ces mémoires IgG pré-centre germinatif peuvent répondre à une seconde rencontre avec l'antigène en sécrétant des anticorps d'affinité basse, évidemment, puisque ces anticorps n'ont pas été améliorés. J'y arrive. Donc, maintain a germline memory response. Donc là, on est dans une réponse à low affinité. Alors là, on rentre dans ce fameux garage où on rentre une 2 chevaux et on sort une Ferrari. C'est-à-dire qu'on est dans ce fameux endroit qu'on appelle le centre germinatif qui va permettre d'améliorer jusqu'à 1000 fois la réponse B. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Il y a une petite population de ces cellules T cognates qui ont aidé les B qui va se mettre à exprimer BCL6. Et donc, cette petite population va rentrer dans le centre germinatif et va participer à les réactions. On les appelle les T follicular helper cells. C'est des cellules T dans le follicule, mais qui vont aider. Et il y a une petite quantité de CB qui ont été activées, qui vont exprimer également BCL6, et elles vont devenir des centroblastes et elles vont proliférer dans le centre germinatif. Donc BCL6, c'est le master gene qui va permettre de rentrer dans le centre germinatif. À l'intérieur du centre germinatif, il va y avoir l'antigène fixé sur des cellules très particulières qu'on appelle les follicular dendritic cells, FDC network. Je m'excuse, tout ça est un peu compliqué. Et donc, dans ce centre germinatif, qu'est-ce qui va se passer? Une grande prolifération de ces cellules BCL6 positives, les mutations somatiques, dont je vais dire un mot, la commutation isotypique et la sélection par l'antigène. Et une fois que ce processus est fait, qu'est-ce qui va sortir de ce centre germinatif? C'est les fameuses, encore à nouveau des short-lived plasma cells, mais celles-là, elles ont amélioré la réponse. Les anticorps qu'elles crachent ont une affinité beaucoup plus importante pour l'antigène qui a initié cette réaction, et elles vont aussi produire, et c'est ça tout le mystère,
qui est assez récent, elles vont produire ce qu'on appelle des long-lived plasma cells, c'est-à-dire des plasma cells qui vont migrer dans la moelle osseuse, et c'est ces cellules, ces plasma cells, qui vont sécréter des anticorps pendant 3014 ans quand on vaccine contre la rougeole. C'est ces plasma cells qui sont capables de produire des usines à sécréter des anticorps pendant des décades et décades. Et c'est évidemment également un mystère de la biologie, comment des cellules peuvent produire des anticorps, peuvent être des usines de synthèse comme ça pendant 50, 100 ans et plus si on vivait plus longtemps. Alors en même temps, ce qui sort du centre germinatif, et on ne sait pas vraiment quels sont les signaux qui permettent d'aller vers cette voie-là, en même temps que vont sortir les cellules plasmatiques à courte et longue vie, on va produire ces fameuses cellules à mémoire, qui est le sujet de mon séminaire. Il y aura donc des cellules à mémoire avec des isotypes différents. Et à nouveau, à partir de celles-là, on va avoir ces long-lived memory cells dont je viens de vous parler pour la variole, stockés dans les organes lymphoïdes, beaucoup dans la rate, et dont on ne connaît pas encore vraiment le programme génétique. Et là, dans ce compartiment-là, on a un anticorps, on appelle ça le BCR, le récepteur de surface, anticorps de surface, à haute affinité, parce qu'il a été amélioré dans cette usine ici. Alors comment ça se passe sur un plan très schématique? Donc on a cette cellule B naïve, il y a celle qui exprime, le petit groupe qui exprime BCL6 qui rentre dans le centre germinatif, qui prolifère énormément et qui se met à muter le gène, ce récepteur de surface qui a été reconnu par l'antigène et la cellule T. Cette cellule B va faire un processus qui est unique au monde vivant, c'est qu'elle va muter ce gène V et uniquement ce gène V sans toucher le reste du génome. Donc on est dans une réponse adaptative extrêmement fine, et même chez les bactéries et les virus, il n'y a pas l'équivalent de pouvoir muter de façon précise 300 bases sur le gène VH, 300 bases sur le gène VL sans toucher le reste du génome. Donc une fois qu'on a fait ces mutations, on a ces cellules B qui sortent, chacune avec un récepteur ayant des mutations différentes. Et on va se présenter, c'est un peu comme un oral de l'examen, on va se présenter devant les follicular dendritic cells qui, elles, ont l'antigène à leur surface. Et c'est celle qui a gagné, c'est celle qui a fait les meilleures mutations et qui permet d'attraper l'antigène par rapport à celles qui n'ont pas fait de bonnes mutations, qui, elles, vont mourir. Celles qui ont fait les meilleures mutations, elles se présentent devant les FDC, elles embarquent l'antigène en disant « c'est moi qui ai gagné », et elles le présentent par le MHC à ces fameuses cellules T helper qui sont là. Et qu'est-ce qui se passe là? Lors de cette présentation, la cellule T va donner à cette cellule B des signaux de survie, elle va lui permettre de survivre, elle va lui permettre de proliférer en sécrétant notamment une interleukine qui est l'IL-21, mais il y a d'autres signaux. Et à partir de cette rencontre, à nouveau à 3, de ce ménage à 3, comme disait un chercheur, à partir de ce nouveau ménage à 3, ce n'est pas celui du début, c'est celui d'après, ces cellules V vont pouvoir faire ce que je viens de vous dire, elles vont donner des plasma cells ou elles vont donner des memory B cells. Donc voilà un peu la chorégraphie à l'intérieur du centre germinatif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un centre germinatif? Là, c'est une coupe de rate de souris. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des follicules. Vous voyez, ça, c'est des follicules pleins de cellules B. Et quand il y a un centre germinatif, les cellules B naïves qui sont dans le follicule, qui sont recirculantes, vous savez, les cellules B naïves recirculent dans l'organisme à la recherche d'un antigène. Une fois que le centre germinatif a été déclenché, comme ce que je viens de vous décrire, les cellules B naïves sont repoussées à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle le manteau. Et c'est à l'intérieur, dans cette structure-là, que vont se passer tous les mécanismes dont je viens de vous parler, prolifération, mutation, commutation isotypique, présentation devant les FDC, sélection, échange avec les T-helpers et sortie du centre germinatif, mémoire ou plasma cells. C'est à l'intérieur de ces structures. Donc là, on est dans une rate hyper réactive où il y a plein de centres germinatifs. Elle est en train de répondre d'une façon intensive à une immunisation ou à une vaccination ou à une infection. Et si on regarde en confocal, qui est un outil qu'on utilise beaucoup maintenant, ça c'est un centre germinatif. On peut marquer le manteau, les cellules naïves qui ont été repoussées à l'extérieur, mantle zone, on dit en anglais, parce qu'on les voit en vert. Alain vous a parlé longuement des techniques de fluorescence qui permettent de marquer les cellules, de les isoler et de les trier même. En bleu, on marque les centroblastes qui prolifèrent et qui mutent, qui ont un marqueur PNA. Sans rentrer dans les détails, elles peuvent être PNA, IGL7 positifs. Ce sont des marqueurs qui permettent de dire ça, c'est un centroblaste en train de proliférer. Et là, on a ces fameux FDC,
Donc on est dans la zone claire, là. On n'est pas dans la zone sombre. On a ces fameux FDC qu'on peut marquer avec le CD35. C'est celles qui ont l'antigène à la surface. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des baies qui sont en train de se présenter à l'oral de l'examen pour voir si elles peuvent piquer l'antigène sur les FDC, si elles peuvent faire partie. Chaque fois, du début jusqu'à la fin, les baies veulent continuer à survivre, elles veulent participer à la fête. Donc là, celles qui vont gagner vont devenir des mémoires à longue vie, des plasmocytes. C'est beaucoup plus amusant que d'être obligé de quitter la scène. Donc pour les B, c'est comme pour nous tous, on voudrait toujours survivre. Alors, comme je vous l'ai dit, la réaction du centre germinatif, c'est l'hypermutation et la recombinaison isotypique, qu'on appelle la class switch recombination. Et il y a un acteur principal qui a changé le domaine, qui s'appelle l'AID, dont je vais vous dire quelques mots, qui est une activation induced cytidine, c'est une déaminase des cytidines, et on cherchait depuis 30 ou 40 ans comment était initiée l'hypermutation somatique, et la découverte de l'AID a permis de comprendre enfin comment ça se déroulait. Ça commence par cette cytidine déaminase et ensuite par d'autres phénomènes que je vais résumer. Alors la commutation isotypique, c'est juste le changement de constante. On garde le même VDJ, mais on passe par exemple d'une constante mu à une constante gamma 1 et on change de fonction effectrice, complément, phagocytose. Et ça peut se faire à l'intérieur du centre germinatif, mais ça peut aussi se faire à l'extérieur, pas forcément lié à l'hypermutation. Et l'hypermutation, ce phénomène unique dont je vous ai parlé, c'est l'introduction de mutations ponctuelles à l'intérieur du gène V et du gène J dans un domaine tout à fait conscrit. C'est ce mécanisme unique au monde vivant d'hypermutation qui permet d'augmenter, comme je vous ai dit, jusqu'à 1000 fois l'affinité, car c'est des mécanismes de sélection. Vous faites des mutations, vous en faites dans tous les sens, mais comme il y a un mécanisme de sélection, la seule cellule ou les cellules qui ont bien fait sont maintenues, les autres disparaissent. Donc, et parce que je n'ai pas pu m'en empêcher, ce mécanisme d'hypermutation est aussi, non seulement il s'occupe de cette maturation de l'affinité lors d'une réponse immune, mais il permet aussi de générer le répertoire pré-immun dans d'autres espèces, comme le mouton, le lapin, les bovins, et, comme l'a dit Alain, dans une sous-population de cellules B humaines. Donc ça, c'est avant l'antigène. Ce mécanisme est utilisé pour générer la diversité des cellules naïves qui vont se présenter dans la circulation. Donc ce n'est pas le lieu de ce talk. Alors, pour faire simple, qu'est-ce que c'est les mutations? C'est que la cellule B, elle arrive, elle a été activée, elle reconnaît plus ou moins bien l'antigène, puis elle démarre ses mutations sur le gène V, c'est-à-dire que les bases sont changées par d'autres bases. C'est ça les mutations. Il y a un G là, il va y avoir un C. Il y a un T là, on met un A. Donc on se retrouve avec des mutations un peu aléatoires, et la cellule B qui a fait des mutations un peu n'importe comment par rapport à l'antigène, elle ne le reconnaît pas bien, encore moins bien que là, elle est éliminée. Celle qui a fait le bon travail, elle le reconnaît avec une affinité très forte, elle le tient très bien, c'est celle-là qui va être sélectionnée, qui va rester en mémoire et en plasmocyte. Alors, qu'est-ce que c'est que cet acteur central de l'hypermutation et de la recombinaison isotypique? C'est cette molécule qu'on appelle AID, qui dépend de la famille des apobecs, qui sont des cytidines déaminases. On en trouve chez les premiers vertébrés, qui sont la lamproie et les myxines. On trouve une molécule telle que l'AID. Et ce qui a été montré, cette molécule a été découverte par Tasuku Honjo au Japon. Il a montré que quand les souris ne possédaient pas l'AID, elles ne pouvaient pas faire d'hypermutation et de permutation de classe, ni d'hypermutation. Et Anne Durandi et Alain Fischer ont montré chez un patient, au même moment chez l'homme, qu'en effet, l'absence de l'AID interdisait l'hypermutation somatique et la recombinaison isotypique. Donc c'était une magnifique preuve que effectivement, cette AID, c'était l'acteur central du mécanisme dans le centre germinatif. Et c'est vrai que ça a changé un peu le domaine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors là, je ne vais pas rester trop longtemps, parce que sinon vous allez tous partir. C'est que l'AID attaque une cytidine, elle la déamine, elle fait un uracile. Et normalement, dans l'ADN, il y a tout le temps des uraciles qui sont faits, mais il y a tout un système de nettoyage qui fait que l'uracile est glycosylé, on l'enlève, et on remplace l'uracile avec des polymérases fidèles comme Pol bêta, et on remet un C à la place. Donc il y a tout un système de nettoyage, ce qu'on appelle de réparation error-free. Quand il y a des uraciles dans l'ADN, on répare error-free pour qu'on puisse continuer à se répliquer et à faire les transactions classiques. Dans l'hypermutation des gènes V dans le centre germinatif, pendant cette période tout à fait unique qui dure peut-être une semaine ou 10 jours, c'est différent. Les U qui sont créés par l'AID ne sont pas réparés error-free, au contraire, soit ils sont maintenus tels quels
et ils vont à la réplication. Et vous savez qu'en face d'un U, une polymérase met une adénine. Donc on a une mutation parce qu'on a transformé un CG en AT, donc on a muté cette base-là, ou soit ils sont effectivement nettoyés par une uracile glycosylase, mais le site abadique n'est pas réparé par une enzyme erreur-free. Paul bêta ne vient pas faire son travail. Donc le site abasique va à la réplication, et en face du site abasique, les polymérases classiques ne peuvent pas travailler. Ce sont ces fameuses polymérases translésionnelles qui viennent copier en face du site abasique, et là, elles mettent un peu n'importe quelle base. Donc à nouveau, on crée des mutations. L'autre partie passionnante du processus, c'est qu'une partie des U vont être gérées comme ça, soit il passe comme U à la réplication, ça fait une mutation, c'est G donne AT, soit ça fait un site abasique et ça fait 3 sortes de mutations différentes, mais l'autre partie des U, et après je m'arrêterai, peut être gérée par ce qu'on appelle le complexe du mismatch repair, mais ce complexe du mismatch repair uniquement formé de mutès et pas de mutel. Le mismatch repair classique, qui est censé reconnaître un mispair dans l'ADN et de dire « Oh là là, arrêtez-vous, là il y a quelque chose qui ne va pas, vous m'avez mis un U en face d'un G, on n'est plus dans le Watson et Crick, arrêtez-vous tout de suite ». Le mismatch repair, il fait partie de ces mécanismes de nettoyage, de scanning de l'ADN pour voir s'il y a des erreurs, s'il y a quelque chose qui ne va pas, pour qu'on arrête la réplication et on répare. Le mismatch repair classique, il est fait de mutel et de mutès. Quand il voit un mispair comme ça, dans l'hypermutation, il y a juste ce complexe qui agit. Exo1 vient digérer une quantité d'ADN là, donc il se présente là, il digère une quantité d'ADN et il la fait resynthétiser, pas par une polymérase classique, par de nouveau ces translésionnelles polymérases dont on sait que quand elles copient l'ADN normal, elles font des fautes, elles font un peu n'importe quoi quand elles copient l'ADN normal. Donc sur un stretch qui a été digéré par les nucléases, on va introduire plein de mutations. Donc ces mutations, et notamment des mutations sur les bases A et T. Donc ces deux mécanismes-là, réunis ensemble, permettent l'hypermutation des gènes V lors de la maturation de l'affinité dans les centres germinatifs. Bon, je n'ai pas encore commencé vraiment mon séminaire. Oui, j'ai commencé à quelle heure? Je ne sais plus. Oh là là. Dans 1 heure, je commence. Bon, la mémoire... Maintenant, Alain m'avait invité pour parler de la mémoire. Je n'en ai pas encore dit un mot, donc j'ai du mérite en une demi-heure. Alors, qu'est-ce que c'est que la mémoire? Alain vous en a parlé. La définition est la même pour les B ou les T. La persistance de cellules lymphoïdes au-delà, pour les B, de la réponse du centre germinatif, capable d'une réponse plus rapide et plus robuste, en face, évidemment, d'une nouvelle rencontre avec l'antigène. Et comme je vous l'ai dit, long-lived plasma cells, ces fameuses plasma cells dans la moelle osseuse, et les memory B cells dans les lymphoïdes organes. Alors, la question c'était, mais pourquoi on a besoin de ces deux couches? Si on a les anticorps qui peuvent durer 3000 ans, à quoi servent les cellules B? Bon, il y a des cas, comme vous l'avez vu, où le tétanos, où finalement le taux d'anticorps baisse avec les années. On peut imaginer que les plasmocytes peu à peu disparaissent dans la moelle osseuse, et on sera content d'avoir des cellules B à mémoire qui vont réagir, se différencier et donner des plasmocytes, et à nouveau refaire des anticorps et refaire des plasmocytes à longue vie. Donc, c'est quand même une sécurité d'avoir ces cellules B à mémoire si les anticorps finissent par disparaître parce que les plasmocytes disparaissent. Mais il y a une autre histoire qui est amusante, c'est que les gens ont montré sur la souris que quand on infecte une souris avec le West Nile virus, on s'aperçoit que les anticorps qui sont sécrétés par les plasmocytes à longue vie ne neutralisent que le virus sauvage. Et si on vient avec la souris avec une mutation de ce virus, avec ce qu'on appelle un escape mutant, et vous savez, ces pathogènes mutent tout le temps, on vient donc avec un mutant de ce virus, les anticorps ne le reconnaissent pas. Par contre, les cellules B à mémoire, elles possèdent la spécificité pour défendre l'animal. Donc ces deux couches de mémoire, c'est des plasmocytes à longue vie qui vont reconnaître le virus tel qu'ils l'ont vu quand il est rentré dans l'organisme, mais si ce virus évolue et se met à muter, ce qui est classique pour de nombreux pathogènes, l'hépatite C, le HIV, etc., ou le trypanosome, les cellules B à mémoire vont produire plus de diversité puisqu'elles sortent du centre germinatif, elles ont fait pas mal de mutations, donc on va avoir une diversité plus large et une capacité plus large de répondre à des variants. Donc une des questions qui était pourquoi les deux, pourquoi he or she a inventé les deux, eh ben, ça pouvait être une des explications. Alors il y a un papier très récent, comme quoi la biologie c'est toujours un peu compliqué, c'est jamais aussi simple qu'on voudrait. Il y a un papier très récent qui a montré que la rapamycine, qui est une drogue qui inhibe une kinase, qui appelle la kinase mTOR, mTOR1, mTOR2, qui sont maintenant qui semblent être, comme on dirait, un module central dans la cellule. La rapamycine, quand elle inhibe mTOR, qu'est-ce qu'elle fait? Elle inhibe la formation des centres germinatifs
elle inhibe la commutation de switch, elle inhibe la commutation isotypique. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le répertoire s'éloigne des high affinité variants, puisqu'il n'y a plus de centre germinatif, il n'y a plus d'hypermutation, on ne fait plus les variants à haute affinité. Et comme par hasard, on cible beaucoup mieux des éléments conservés de l'hémagglutinine. Donc on s'aperçoit qu'avec la rapamycine, à nouveau, la souris se défend mieux contre des variants de l'influenza, alors qu'elle se défendait moins bien. Donc les choses ne sont pas simples. On pourrait dire qu'idéalement, mais ça n'a pas l'air d'avoir marché, quand je vous ai parlé des pré-centres germinatifs memory cells, qui elles sont germline, qui ne sont pas mutées. Ensuite, il y a celles qui sont formées dans le centre germinatif. On pourrait dire que ces deux couches remplissent ces deux fonctions. La couche hyper diversifiée pour chercher les mutants et la couche non diversifiée qui pourrait reconnaître un élément constant du virus. Bon. Alors, il faut quand même que je commence mon séminaire. Alors, les propriétés des cellules à mémoire classiques, ce qu'on appelle le textbook, c'est que les cellules à mémoire, à mesure qu'on vaccine, à mesure qu'on immunise, on induit plus de diversification, plus d'hypermutation, et on sort des cellules avec de plus en plus d'affinité. Ça, c'est le travail classique de Behr et Milstein en 1987, qui ont immunisé, qui ont vacciné avec la phénaloxosone toutes les semaines, tous les 10 jours, et chaque fois, ils sortaient de la souris des anticorps à plus haute affinité, ils séquençaient, c'était le début de l'hypermutation, donc c'était quand même très important de comprendre ça, et ils sortaient des anticorps de plus en plus affins, avec de plus en plus de mutations. Et il y avait un autre travail qui était celui de Rajewski, la même année, qui disait « Attention, nous on a monté un système et on montre qu'en fait les mémoires donnent essentiellement des cellules plasmatiques qui sécrètent des anticorps. » On se retrouvait un petit peu avec ce paradoxe, est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre, est-ce que c'est les deux, est-ce que c'est les antigènes utilisés qui font la différence? Et là je vous montre juste le schéma du papier de Berek et Milstein, où de jour 7 on immunise, à 14, ensuite on immunise encore une quatrième immunisation, et vous voyez, on accumule les mutations sur les gènes V, ça c'est sur la chaîne lourde, la chaîne légère, les gènes V, toutes ces marques sont des mutations, et on augmente 100 fois l'affinité contre l'antigène. Alors là aussi c'est du textbook, mais c'est ce qu'on a toujours su, c'est que quand vous immunisez une souris avec un antigène classique utilisé dans les expériences murines, qui est par exemple le NP couplé au chicken gamma-globuline, à la gamma-globuline de poulet, vous immunisez et vous suivez ce qui se passe au niveau de l'IgM et de l'IgG. Vous voyez qu'il y a au niveau du centre germinatif, ça c'est le number of cells dans le centre germinatif, on s'aperçoit qu'on a une énorme montée dans le centre germinatif et que peu à peu, le centre germinatif, ça s'appelle les germinal center B cells, comme je vous l'ai dit, elles sont PNA, IgL7+, on a un pic entre jour 15 et jour 20, et puis peu à peu, ce centre germinatif disparaît, et en fait, à un mois et demi, il a complètement disparu dans ce modèle. Par contre, les cellules à mémoire, elles montent, et comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez entendu avant, il y a une expansion énorme au début, et puis peu à peu, il y a une contraction, et là, on n'a regardé qu'à 80 jours, et vont rester un certain nombre de cellules à mémoire. Ça, c'est la façon classique qu'on a de regarder une réponse immune, un centre germinatif qui dure un mois, une réponse à mémoire sur beaucoup plus longtemps. Alors, les questions qu'on s'est posées, nous, et que se posent les gens, c'est est-ce que les cellules B, pour revenir à Berek et Milstein, est-ce qu'elles reviennent toujours au centre germinatif lors d'une réponse secondaire, lors d'une nouvelle stimulation, ou est-ce qu'elles vont uniquement vers le côté plasmocytaire, sécrétion d'anticorps, ou les deux? Est-ce qu'il y a différentes sous-populations qui sont mobilisées, ce qui n'était pas très clair? Et est-ce que la nature de l'antigène peut jouer un rôle dans cette réponse? Et le type d'adjuvant, et évidemment la grande question auquel on a du mal à répondre, qu'est-ce qui contrôle la longévité de la mémoire immunitaire? Et là, on en vient à la manip sur la variole, où on aura peut-être un cadeau. Alors, la première partie de ce talk que je commence, c'est la réponse, un modèle que nous avons mis en place au laboratoire. Alors, comme je vous ai parlé, je vais être un peu technique, mais pourquoi pas? Comme je vous ai parlé de l'AID, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inséré un gène qui s'appelle le gène CRERT2 en aval du promoteur de l'AID. Cette fameuse molécule qui est exprimée dans le centre germinatif et qui joue ce rôle central. Alors cette CRERT2, elle reste dans le cytoplasme parce que le récepteur ERT2, un récepteur hormonal, se fixe à une heat shock protéine. Simplement, quand on donne du tamoxifène, on libère la heat shock protéine et la craie peut rentrer dans le noyau. Alors on a croisé ces souris avec des souris qu'on appelle Rosa LoxP YFP, c'est des souris qu'utilisent
tout le monde immunologique. C'est-à-dire que rosa est un locus qui est tout le temps exprimé dans toutes les cellules. L'YFP va faire que les cellules deviennent jaunes, et le LOXP ici empêche ce locus d'être exprimé. Simplement, quand on va donner du tamoxifène, le LOXP va être coupé parce que la craie est une enzyme qui coupe le LOXP. Donc le LOXP va être coupé et l'YFP va pouvoir être marqué. Donc ça veut dire qu'au moment de la réponse immune, dans le centre germinatif que je vous ai décrit, la cellule qui rentre, elle commence à proliférer. Elle se met à exprimer l'AID pour muter. Donc à ce moment-là, sur un des allèles, elle va exprimer de la craie. On va donner du tamoxifène à ce moment-là. Et la cellule qui commence à proliférer et muter va se marquer en jaune. Et cette cellule-là, elle va rester YFP positive, jaune, pendant 6 mois, 1 an. On va pouvoir la suivre. Qu'est-ce qu'elle devient en mémoire, en plasmocyte? Donc c'est un système qui permet de marquer de façon irréversible les cellules B, dépendant de l'expression de l'AID et de la gestion de tamoxifène. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé 2 types, et c'est important dans notre résultat, des antigènes particulières, qui sont les chip red blood cells, les globules rouges de mouton, ou un autre type gène soluble, le NPCGG, qui était utilisé dans mon schéma textbook. Et le contrôle, c'était qu'on donnait du tamoxifène sans aucune immunisation, et vous verrez, j'ai quelques diapos à la fin pour vous parler de ça, parce que c'est un nouveau sujet du laboratoire qui est assez amusant. Donc on immunise avec les chip red blood cells, avec les globules rouges de mouton, on donne du tamoxifène à jour 7 et 12 en plein dans la réaction centre germinatif, on booste à jour 30, on redonne du tamoxifène un jour après, parce que là, la réponse est très rapide, et on regarde jusqu'à 1 an après pour voir ce qui se passe. Et on s'aperçoit qu'effectivement, quand on a donné des chip red blood cells, on regarde toujours les cellules YFP, on regarde les cellules qu'on a marquées par notre système. On sait que ces cellules, elles ont participé au germinatif, elles ont exprimé l'AID, c'est celle-là qu'on va suivre tout le temps. On s'aperçoit qu'effectivement, jusqu'à 1 an, il y a ces cellules YFP, elles baissent dans le temps, mais qu'il y a également des cellules qui sont faites, c'est celle dont je parlerai à la fin, dans ces souris non immunisées. On a fait des cellules jaunes qui ont exprimé l'AID dans les cellules qui n'ont rien vu, qui n'ont vu aucun antigène. Et évidemment, ça nous a pas mal alerté. On a appelé ça l'endogenous AID dependent response. Alors, pour ne pas perdre trop de temps, quand on a regardé les localisations de ces cellules YFP, on les a vues dans la pulpe rouge, c'était essentiellement des plasmocytes, également dans les zones T, c'était des plasmocytes, et on a vu des centres germinatifs avec les cellules centroblastiques qui proliféraient. Tout ça, c'est vert, on le voit en vert dans le couple, ce sont celles qui expriment l'YFP. Chaque fois, les cellules vertes sont celles qui expriment. Donc, c'est celles qui ont été marquées lors de la réponse. Alors, la première chose qui nous a frappé, comme vous vous souvenez du schéma, le centre germinatif, au bout d'1 mois et demi, il disparaît à peu près. La première chose qui nous a frappé, c'est qu'on a vu des centres germinatifs jusqu'à 8 mois après l'immunisation. Des vrais centres germinatifs, et on voyait très bien par le marquage PNA-GL7 qu'on voyait des cellules vertes qui proliféraient dans le centre germinatif, qui étaient des centroblastes, jusqu'à 8 mois après l'immunisation, ce qui était assez curieux dans la mesure où les gens pensaient toujours quand même, à part quelques propositions de Zinckernagel et d'autres gens, qu'en gros les centres germinatifs vivaient autour de 2 mois. Et l'autre chose qu'on a vue, c'est qu'on voyait également ces fameuses CD35 FDC en rouge, on voyait les Y, ça c'est à l'intérieur du centre germinatif, on voyait que nos centroblastes étaient vraiment associés à des FDC, ces fameuses cellules qui présentent l'antigène, et à des CD4 qui très probablement étaient des cellules T helper. Et on les voit, et ça c'est 4 mois après l'immunisation. Donc on a appelé ça une protracted immune response, et en fait ces centres germinatifs résiduels n'étaient pas observés 4-6 mois après l'immunisation avec le NPCGG. Vous avez vu, j'immunisais soit avec les chip red blood cells, soit avec le NPCGG. Avec cette protéine soluble mais mélangée à un adjuvant, on n'observait pas ces long-lived germinal centers. Et à nouveau, là on montre que ces cellules vertes prolifèrent car on les marque avec le KI67 en rouge, qui est un marqueur de prolifération. Donc on est bien dans un centre germinatif actif, en train de proliférer dans la zone claire, de faire des mutations et de se présenter au FDC. On est dans une vraie histoire centre germinatif. 4 mois, 6 mois ou 7 mois après. Alors, on a voulu voir qu'est-ce que c'était que ces cellules. Il y avait donc 4 mois après, toujours les YFP, il y avait des cellules du centre germinatif et il y avait évidemment des cellules à mémoire. Et pour aller vite, on s'est aperçu que ces cellules mémoire avaient vraiment 2 isotypes différents. Il y avait des cellules IgM, IgD. Là, c'est vraiment un continuum. Il y en a qui sont plus IgD qu'IgM, mais c'est vraiment un continuum. Et il y avait des cellules IgG1. On est toujours sur nos cellules YFP. On s'apercevait que les cellules IgM mémoire
quand on immunise avec les chip red blood cells, sont plus importants que les IgE1 et vont en décroissant en un an, les IgE1 de la même façon. Mais cette fameuse réponse endogène était assez importante au niveau de l'IgM. Donc une partie... Oh là là. Excusez-moi. Donc une partie de ces IgM de la réponse proviennent de la réponse endogène. On en dira un mot. Il est fâché. Bon, attends. Il va peut-être se... Voilà, on s'est réconcilié. Alors, on a voulu regarder ces fameuses mutations somatiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans ces centres germinatifs persistants, et on s'est aperçu qu'entre 2 et 6 mois, quand on regarde les mémoires, qu'elles soient IgM ou IgG1, ça c'est les mémoires, ce n'est pas dans le centre germinatif, c'est en dehors du centre germinatif, on s'aperçoit qu'on a entre 10 et 20 mutations, et qu'en fait, à 2 mois, on n'est pas loin des mutations à 6 mois. Donc il y a quelques variants qui sont produits, mais que dans l'ensemble, le taux de mutation n'est pas très différent. Par contre, dans ces cellules qui prolifèrent dans le centre germinatif, on arrive à des taux de 20 à 25 mutations, et sur les IgG1 à 6 mois, on a jusqu'à 50 mutations par séquence. C'est une séquence de 300 bases, donc il y a on peut voir jusqu'à 50 mutations par séquence, ce qui est assez impressionnant dans ces centres germinatifs 6 mois après l'immunisation, toujours sur ces cellules vertes. Alors, évidemment, comme il y avait c'est ce que je vous avais dit au début, il y avait des sous-populations différentes. Est-ce qu'elles avaient des fonctions différentes? Donc on a isolé la population IgM et la population IgG. On en a isolé 10 000 cellules à peu près. On les a transférées dans une souris pré-immunisée pour avoir des cellules T qui soient éduquées. Ça, c'est 6 mois après la première immunisation SRBC. Et après, on a boosté 8 jours, on a boosté 2 heures après le transfert avec du SRBC pour voir comment elles se comportaient. Est-ce qu'elles donnent des plasmocytes? Est-ce qu'elles vont dans les centres germinatifs? Et on a analysé par confocal, par flow cytométrie et par ELISpot. Et encore une fois, pour aller vite, ce qu'on a vu, c'est que les cellules IgG, les mémoires IgG, se différenciaient essentiellement en plasmocytes après transfert, et que ces plasmocytes sécrétaient des anticorps anti-SRBC et qu'on les voyait en grande quantité dans la pulpe rouge, un peu là où on les attend, et qu'elles exprimaient un marqueur des plasmocytes qui est le CD138, alors que les cellules IgM donnaient essentiellement des centres germinatifs. Lorsqu'on boostait, elles donnaient des centres germinatifs, et de fait, dans ces centres germinatifs, ces cellules IgM switchaient en IgG1, mais qu'elles donnaient très peu, et on voit ces centres germinatifs ici qui ont été créés après transfert et boost, et on voit très peu de plasmocytes, un peu de plasmocytes IgM. Donc, pour résumer cette partie, il y a donc pour nous deux sous-populations de cellules de la mémoire avec des propriétés effectrices différentes. Les IgM qui, quand on va booster, et vous voyez, la question, c'est pas juste c'est pas juste parce qu'il en est obligé, parce que Zinkernagel, pour reprendre ce qu'avait dit Alain, quand il avait dit que les mémoires servent à rien, il y a un jeune Américain qui s'était élevé en disant « mais c'est impossible, si on a des mémoires, c'est qu'elles servent à quelque chose, l'évolution, tout ». Et il avait répondu « non, elles ont évolué uniquement pour faire la carrière de jeunes immunologistes qui peuvent publier et avoir des grants ». Mais la question n'est pas anodine, car quand on vaccine quelqu'un, la question se pose, à quel moment il faut le revacciner ? Est-ce qu'il faut le revacciner tout de suite, dans un an? Avec quoi il faut le vacciner? Avec un pathogène entier ou avec une protéine soluble? Et quand on le revaccine, est-ce qu'on veut juste faire des anticorps ou est-ce qu'on voudrait retourner dans les centres germinatifs, faire plus de diversité, pouvoir mieux faire face aux variants du pathogène? Donc ce n'est pas une question anodine de savoir qu'est-ce que c'est qu'une séquence de vaccination chez l'homme. Donc nous, ce qu'on montre là, c'est qu'il y a deux sous-populations, IgM, qui, lors d'une revaccination, donne essentiellement une réponse centre germinatif IgM, IgG1, un peu de plasmocytes IgM, et des IgG qui donnent essentiellement des plasmocytes qui vont sécréter des anticorps et également qui vont proliférer pour maintenir la population. Alors, évidemment, quand on publie quelque chose, on n'est pas tout seul, et pratiquement tout de suite après, il y a un groupe américain d'excellents, de Mark Jenkins, qui a publié dans Science un résultat qui était égal et différent d'une autre. Il utilisait une protéine, il n'utilisait pas un antigène particulier, parce que les chip red blood cells, c'est un antigène particulier qui ressemble beaucoup plus à un pathogène qu'une protéine. Donc lui, il utilisait une protéine, la phycoérythrine, et il faisait un boost avec du complete fold adjuvant. Et qu'est-ce qu'il voyait? Il disait, moi je suis assez d'accord avec les Frenchies, il y a effectivement deux sous-populations, il y a des IgG et des IgM.
Pour les IgG, je veux bien acheter. Les nôtres aussi, quand on restimule, elles ne donnent que des plasma cells. Elles ne retournent pas dans les centres germinatifs. Mais nos IgM à nous, elles ne retournent pas dans les centres germinatifs. Elles ne retournent dans les centres germinatifs que quand on les transfère dans un hôte naïf, c'est-à-dire quand on les transfère dans une souris naïve. À ce moment-là, elles se comportent comme celles qui ont été décrites par le groupe français. Et sa conclusion, c'était que la réponse IgM, en fait, est inhibée par les IgG circulants et qu'elle va simplement fonctionner et retourner dans le centre germinatif lorsque le taux d'IgG aura baissé suffisamment pour ne pas être en compétition avec l'antigène pour le récepteur IgM. Donc pour lui, les IgM, c'était une backup function quand il n'y a plus d'anticorps circulants et qu'on peut quand même répondre et redonner des centres germinatifs. Alors, nous, on a fait une proposition alternative. Et la proposition alternative, c'était et si c'était dû au type d'antigène qu'on utilisait? Est-ce que si par hasard, la mobilisation des IgM BIPSEN ne pourrait pas être due au fait qu'on a des centres germinatifs persistants? Et de fait, comme je vous l'ai dit, quand on immunise avec NPCGG, on n'a pas, qui ressemble beaucoup à la phycoérythrine, qui est une protéine soluble, on n'a pas de centres germinatifs persistants et on n'a pas de différenciation en centre germinatif 4 mois après immunisation. C'est-à-dire que 4 mois après immunisation, vous revenez avec du NPCG, vous faites beaucoup de plasmocytes et d'anticorps, mais vous ne faites pas repartir de centre germinatif. Par contre, 2 semaines après l'immunisation, comme a fait Milstein avec le phénylhexazoline, si vous venez 2 ou 3 semaines après, là, vous avez une réponse qui repart dans les centres germinatifs, parce que là, il y en a encore des centres germinatifs qui sont en train de tourner. Mais 4 mois après, ça ne fonctionne pas. C'était notre proposition. Par contre, lorsqu'on immunise avec le chip red blood cell, quand on vient 1 an après et qu'on fait un boost, ça dépend de quantité de centres germinatifs résiduels, parce qu'il en reste très peu après 1 an, mais dans certaines situations où il reste très peu de centres germinatifs, on vient avec un boost 1 an après, et à nouveau, on obtient une grande quantité de plasma cells, mais on réactive le centre germinatif. Donc la proposition, on a voulu la documenter et on a utilisé un système qui consiste à injecter du lymphocyte T-bêta récepteur. Pour aller vite, le lymphocyte T-bêta récepteur, qu'est-ce qu'il fait? Il dissout le centre germinatif, il le supprime complètement. Donc on est parti du principe que si dans nos souris immunisées, on pouvait supprimer le centre germinatif, est-ce que ça retournerait? Est-ce que nos IgM accepteraient de retourner ou de refaire du centre germinatif? Et de fait, avant le boost, quand on donne les LTR-bêta, ce fameux lymphocyte T-bêta récepteur, on s'aperçoit qu'on a une baisse énorme des centres germinatifs, c'était prévu, ça avait été montré avant, et quand on booste, on a une réponse beaucoup plus faible par rapport à la réponse normale. Donc, pour nous, et ça c'est le résumé, et je vous rassure, j'ai bientôt fini, dans 1 heure ou 2, et ça c'est le résumé, lorsqu'on vient avec un antigène protéique, on a une réponse IgM et IgG mémoire. Si on vient avec un boost très tôt, quelques semaines après, les IgM vont retourner dans le centre germinatif, à la Bérec phényloxazolone, à la Milstein, effectivement, et on va continuer à muter, et on va avoir une proposition d'anticorps, comme Rajewski l'a montré dans son système. Si on vient avec un particulate antigène ou un pathogène, à nouveau, on va avoir une réponse IgG-IgM, et si on booste early, on a la même chose. Par contre, si on booste late, là, on n'aura qu'une différenciation plasmocytaire, alors que si on a des centres germinatifs qui persistent pendant plusieurs mois, c'est une proposition. Là, à ce moment-là, quand on va booster, on aura retour dans les centres germinatifs et formation plasmocytaire. Donc, est-ce qu'on vaccine? Est-ce que c'est mieux de vacciner avec un antigène particulier ou un pathogène atténué ou avec des protéines comme la toxine tétanique ou diphtérique? C'est la grande question, avec quoi on vaccine et qu'est-ce qui permet, lors d'un boost, de réactiver le système, de le diversifier à nouveau pour faire face aux variants. Alors, évidemment, il y a la proposition qui reste intéressante de Jenkins, qui a une inhibition des anticorps sécrétés qui empêche la réinitiation de la réaction. Le fait que quand on a des centres germinatifs persistants et des TFH, ça permet la réinitiation avec une cinétique plus rapide que l'inhibition par les IgG. Alors, à quoi ça sert ces centres germinatifs persistants? Eh bien, ça permet de recruter constamment des cellules naïves dans la réponse. Ça permet peut-être de nourrir, comme vous l'avez vu pour le West Nile virus, de nourrir en cellules à mémoire diversifiées et en plasmocytes tout au long de la réponse. Par contre, ce qu'on avait vu
quand on a regardé les clones à l'intérieur au bout de 6 mois ou 8 mois, on a vu de très larges clonal expansion. Donc on s'est posé la question, est-ce que la partie négative de ça, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas des risques oncogéniques parce qu'on a d'énormes expansions clonales. Donc à nouveau, il faut peser le pour et le contre avant de partir sur ces choses-là. Alors pour résumer, mais je crois que vous savez tout, on a 2 sous-populations IgM et IgG. On a des structures sans germinatifs qui peuvent persister longtemps avec un antigène particulier, mais pas avec une protéine, avec de l'alin comme adjuvant. Et quand on restimule, la sous-population IgG ne rentre pas dans le centre germinatif et elle est effector function, c'est-à-dire qu'elle va donner tout de suite des plasmocytes qui vont sécréter des anticorps et elle va se maintenir en proliférant. La sous-population IgM va essentiellement retourner au centre germinatif avec une maintenance de sa population, une petite réponse plasmocytaire et la génération de nouvelles IgG, puisque dans le centre germinatif on devient IgM et IgG, donc on va être prêt pour une nouvelle rencontre avec l'antigène, ces IgG vont donner des plasmocytes. Et la mobilisation de la sous-population IgM semble varier. Ça dépend de la force du boost, ça dépend du taux d'IgG level, ça c'est Jenkins, et ça dépend du type d'antigène et de la quantité d'antigène utilisée, de l'adjuvant et de la présence d'ongoing germinal center, c'est notre proposition. Donc la réponse secondaire, une question de dose, de structure, de temps et de persistance de la réponse immune. Ça va, Anna, je peux continuer un peu? Bon. Alors, il y avait une question qui était amusante. Ça, c'est une manip amusante, c'est pour ça que je voulais la raconter. Tout le reste est sûrement très rasant. Mais ça, c'est amusant, je vous le jure. Pourquoi les IgM vont dans le centre germinatif et les IgG donnent des plasmocytes? Personne ne sait. Alors, l'idée générale depuis 10 ans dans le domaine, c'est que les IgG ont une queue cytoplasmique à l'intérieur qui est beaucoup plus longue que les IgM. Et cette cytoplasmique tail contient des séquences qui sont uniques aux IgG, qui leur permettent de proliférer, de survivre plus longtemps et probablement de se différencier en plasmocytes. Et de fait, on sait que cette tail IgG, par exemple, elle peut se fixer à un adaptateur qui a été GRB2, et Suzanne Pierce a montré que l'adaptateur GRB2 était très important pour les cellules IgG1. Mais cette équipe japonaise, Kurosaki, a voulu se poser la question différemment, en se disant « Mais pourquoi les IgG1 ? Est-ce que c'est sûr que c'est bien la cytoplasmique tail qui fait qu'on part vers la partie plasmocytaire. » Donc ils ont construit une souris très amusante par transfert de noyaux, et ces souris-là, qu'est-ce qu'elles ont? Elles codent pour un récepteur IgG1 anti-NP. C'est-à-dire que les cellules naïves qui sortent de la moelle osseuse sont IgG1 anti-NP. Donc il s'est dit, si mes cellules sont IgG1 anti-NP, quand je vais venir avec du NP-CGG, qu'est-ce qu'elles vont faire? Est-ce qu'elles vont donner des plasmocytes, puisque c'est la fameuse tail qui fait tout ça, ou est-ce qu'elles vont aller dans le centre germinatif? Et à sa grande surprise, elles vont dans le centre germinatif. Elles se comportent comme les IgM. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas du tout la structure de l'IgG1 qui fait cette différence de comportement, c'est le fait que la cellule soit antigène experience. C'est le fait qu'elle ait déjà rencontré l'antigène. Alors ça, c'est des cellules naïves. Elles ont beau avoir un récepteur IgG1 anti-NP, elles n'avaient jamais rencontré l'antigène. Donc il n'y a pas de rôle de l'IgG tail. On peut être IgG1 et retourner dans le centre germinatif. Et ce qu'ils ont montré, c'est que ce qui faisait la différence entre les IgM et les IgG, c'était un facteur de transcription qu'ils ont appelé BAC2. Et en fait, ce qu'ils ont montré, c'est que dans les cellules IgG à mémoire, BAC2 est terriblement réprimé, et c'est ça qui fait qu'elles partent en plasmocytes, alors que dans les cellules IgM, il est très haut, et c'est ça qui fait qu'elles ne vont pas se différencier en plasmocytes. Bon, c'est un détail, c'est une foule de détails, mais c'était quand même assez amusant. Alors ça, c'est le grand emmerdement, il faut utiliser ce mot-là au Collège de France, il est très rarement utilisé, c'est le grand emmerdement des immunologistes. Qu'est-ce qu'on fait devant une infection chronique? Qu'est-ce qu'on fait devant une infection chronique, que ce soit le HIV, l'hépatite C, le cancer? Et on a l'impression que le système immunitaire, Alain a déjà utilisé ce mot pour les cellules sur le système immunitaire âgé, devant une infection chronique, on a l'impression d'une exhaustion, d'un épuisement du système immunitaire, ou d'un delay, ou d'un retard, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de répondre. Et il y a eu des choses amusantes qui ont été faites sur le HIV. Dernièrement, on a montré qu'en fait, chez les malades HIV, après 3, 4 ou 5 ans, on arrive à sortir des anticorps, qui contiennent jusqu'à 100 mutations. Il y a 300 bases sur le gène V, une base sur 3 est mutée, et que ces anticorps sont à haute affinité contre le virus et reconnaissent toutes les différents
sous clone des variants HIV. Certains anticorps détectés chez ces malades neutralisent 95% des clades, des HIV clades qu'on connaît. Malheureusement, et c'est ça qui est incroyable, quand on regarde en détail, aucun de ces patients ne contrôle son virus avec ses anticorps. Les anticorps sont toujours en retard d'une étape, c'est-à-dire qu'ils sont toujours sur trithérapie. Je crois qu'il n'y a qu'un seul cas où le patient contrôle le HIV avec ses anticorps neutralisants. Donc ils font des très bons anticorps, mais le virus a fait la mutation d'après. Donc le virus est toujours un pas en avant par rapport à la formation des anticorps. Mais évidemment, c'est tout un domaine passionnant de savoir qu'on peut faire des anticorps neutralisants contre le virus. Et évidemment, ça fait penser à quel type d'immunogène il faudrait utiliser et tout. Mais ça nous a intrigués parce que on s'est dit, est-ce que les gens connaissent vraiment qu'est-ce que font les cellules B lorsqu'il y a une infection chronique? Pourquoi il faut attendre 3-4 ans? Pourquoi on est toujours en retard sur le virus? Et il y a un modèle connu qui a été mis en place par Zinckernagel, qu'a cité Alain, qui est une infection chronique avec un virus murin lymphocytique choriomeningitis virus. C'est le LCMV clone 13, c'est un grand classique de l'immunologie. Ce clone-là vous mime une infection chronique chez la souris, à la seule différence que la souris, avec le clone 13, arrive à se débarrasser du virus. Elle met 6 à 8 mois, mais elle se débarrasse du virus. Donc, c'est une infection chronique qui est surmontée par le système immunitaire. Mais pendant les 6 premiers mois, c'est une vraie infection chronique type hépatite C, type HIV. Donc, on a voulu... Et Pinchauer, Daniel Pinchauer, qui est un élève de Zinckernagel, a montré qu'effectivement, ça, c'est 3 souris génétiquement modifiées qui ne produisent pas des cellules B, et il a montré qu'effectivement, la souris normale, peu à peu, au bout de 3-4 mois, commence à se débarrasser du virus, ça c'est les taux de virus, et que dans ces souris mutantes, on ne peut pas se débarrasser du virus. Donc ce qu'il a montré, c'est qu'on sait que les cellules T jouent un rôle important, mais pour se débarrasser du virus, il faut les cellules B, il faut les anticorps, sinon cette souris ne se débarrasse pas du virus. Donc on s'est posé cette question, en collaborant avec Pinchauer, mais qu'est-ce qui se passe quand on infecte avec le LCMV clone 13? Alors c'est juste une diapo, je voulais juste vous montrer qu'on a initié cette collaboration. Alors on marque au tamoxifène à différents stades, parce qu'on veut savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est à 20 jours, 30 jours, 40 jours? Et les premières surprises qu'on a vues, c'est que tout à fait au début, dans les premiers jours, après l'infection chronique, il y a des plasmocytes qui sont faits, mais ce n'est pas du tout les short-lived plasmocytes que je vous ai montrés dans la réponse immune. Non, ces plasmocytes, on les voit plusieurs mois après la réponse. Ce sont des long-lived plasmocytes qui crachent des anticorps non neutralisants contre le virus, mais qui sans jouer un rôle parce qu'ils sécrètent des cytokines. Et 30 jours, au lieu de 5, 6 ou 7 jours après une immunisation, 30 jours ou 40 jours après l'infection, on commence à avoir une réaction centre-germinative, ce sont les cellules YFP, on a donné le tamoxifène à différents temps, qui commencent à produire des anticorps neutralisants. Donc c'est tout à fait le début de cette collaboration, je voulais juste vous montrer ça. Alors là, juste 3-4 diapos sur ce dernier sujet, et on arrête. Ça, c'était la surprise. La surprise, c'était que quand on donnait du tamoxifène à ces souris sans les immuniser, dans des conditions très propres, on produisait des cellules à mémoire, des cellules jaunes. On voyait des cellules jaunes qui avaient le même phénotype que celles qu'on voit quand on immunise avec les globules rouges de mouton. Et on en produisait pas mal, parce que sur 3 injections, on a à peu près 200 000 cellules dans la rate, 90 000 dans les payer patch, 35 000. Qu'est-ce qui fait qu'on est tout le temps en train de faire de la mémoire immunitaire et contre quoi? Ça veut dire quoi, ce système qui est toujours en marche? Donc on a voulu regarder. Il y a des gens qui avaient montré que les cellules immatures, dans le développement de la moelle osseuse, exprimaient un peu d'AID, 100 fois moins que dans les centres germinatifs. On a voulu être bien sûr que ce n'était pas de ça qu'il s'agit, et de fait, on a vu que dans les souris jeunes, qui ont essentiellement des cellules immatures, on n'avait aucun marquage avec l'AID, et par contre, quand on donnait une injection de tamoxifène dans les souris adultes, 2 jours après, on voyait nos cellules vertes dans le centre germinatif. Donc pas de labeling, pas de marquage de cellules immatures, et essentiellement un marquage dans les centres germinatifs. Donc il y a tout le temps, dans ces souris, chaque fois qu'on injecte du tamoxifène, une réaction centre germinatif qui se propage. Et on s'est demandé qu'est-ce que c'était que cette réponse. Et on a regardé, pour aller vite, dans la rate, on a vu qu'il y avait des cellules à mémoire, des plasmocytes, que les cellules à mémoire dans la rate étaient essentiellement IgM, il y en avait des IgG1 et IgA. Ça, c'est les cellules jaunes sans immunisation. Quand on a regardé les plasmocytes, ils étaient essentiellement IgA. Par contre, il y en avait des IgM et IgG1. Et quand on a regardé dans la moelle osseuse, il y avait plus de plasmocytes que de mémoire, on s'y attendait, et ils étaient essentiellement IgA. Donc IgM prédomine dans les splenic memory B cells, IgA prédomine dans les plasmacelles,
de la rate et de la moelle osseuse. Quand on a regardé les mutations, effectivement, elles prolifèrent dans les centres germinatifs, elles font des mutations, les IgM font des mutations. On a jusqu'à 15-20 mutations par séquence, avec à peu près un tiers de séquences non mutées. Les IgA sont également très mutés. Là, on a jusqu'à 20 mutations. Donc, pour aller vite, on a voulu se dire, mais qu'est-ce qui fait cette réponse? On a regardé ces souris germ-free, et sur les souris germ-free, ça a été très intéressant. On a vu qu'au niveau des mémoires IgM, ça ne changeait pas beaucoup, parce que ce n'est pas relevant, cette différence statistique. Ça ne changeait pas beaucoup au niveau de l'IgG1. Par contre, il y avait une chute drastique des mémoires IgA. Et quand on regardait les plasmacelles à nouveau, pour l'IgM et l'IgG1, ça ne changeait pas. Il y avait une chute drastique des plasmocytes IgA. Donc une grande réduction des plasmocytes IgA dans les souris axéniques. Et quand on regarde dans la moelle osseuse, à nouveau, rien ne change, mais dans la moelle osseuse, les plasmocytes IgA tombent de façon rédhibitoire quand on est en condition axénique. Donc là, j'ai fini, je fais mes 2-3 conclusions. Les bactéries commensales, puisqu'on est en situation axénique, il n'y a pas de bactéries commensales, sont la source de l'IgA et pas de l'IgM et de l'IgG1 mémoribicelle qu'on observe dans cette réponse endogène qui n'est pas due aux bactéries commensales, qui n'est pas due au monde extérieur, puisqu'on est dans les conditions axéniques. Bon, je ne vais pas passer ça parce que ça va être trop long. Ce que je veux simplement dire, c'est que la réponse dans les tissus associés à l'intestin contre les bactéries commensales, qui est une réponse IgA, dont on pense qu'elle est sanctuarisée dans le système immunitaire mucosal, et c'est ça que montraient les fameuses diapos, que je voulais aller vite, c'est-à-dire c'est ce fameux firewall, c'est ce fameux sanctuaire décrit par Macpherson et par d'autres auteurs, qui fait que tout ce qui se passe là, contre les bactéries commensales, il y a des défensines, des peptides, du mucus, et il y a de la réponse immune IgA, mais ça reste localisé, ça ne va jamais dans le systémique, ça ne va jamais dans la circulation générale. Seulement, s'il y a une infection, s'il y a un breach de la barrière, à ce moment-là, on va avoir dans la circulation générale des commensales et du pathogène et tout. Donc cette région est très sanctuarisée, les auteurs l'ont appelé firewall, le mur de feu. Nous, ce qu'on montre en fait, c'est que ce firewall n'existe pas vraiment parce que la réponse dans les GALT, cette réponse IgA qui disparaît chez les axéniques, eh ben on la retrouve constamment dans la circulation générale et on la voit dans la rate et on la voit dans la moelle osseuse. Donc ce firewall est un peu poreux. Et la conclusion numéro 2, c'est qu'il y a des cellules qui sont constamment activées par des antigènes du soi ou par des antigènes de la nourriture et qui sont engagées dans des réactions de centre germinatif avec probablement de l'HELP de cellules T et qui donne essentiellement des IgM mais aussi des mémoires IgG1 et des plasmacelles portant des récepteurs mutés, as observed in germ-free mice. Quel est le rôle de cette réponse continuelle qui finit par impliquer plusieurs millions de cellules dans la vie de la souris, parce qu'on a donné des injections répétées, parce qu'on a fait toutes sortes de manips de séquences, et on a vraiment l'impression qu'il y a plusieurs millions de cellules au moins qui sont constamment en train de répondre et en train d'engager une réponse mémoire. Quel est le rôle et quelle est la spécificité de ces cellules? Est-ce que c'est des antigènes du soi? Et on est en train d'étudier ça. Et on pense que l'explication, ça pourrait être pour maintenir constamment le système en action. On ne peut pas laisser le système dormir totalement. On maintient un système en action avec des interleukines, avec un peu d'inflammation, ce que les Grecs ont appelé l'hormésie, c'est-à-dire le mouvement, quelque chose qui fait qu'il ne faut pas être à plat, il faut que tout le temps être un peu en action. On maintient tout le temps le système immunitaire en action afin de pouvoir réagir vite face à une vraie infection, à un vrai pathogène. On aura la réponse bientôt. Alors, je voulais dire que Simon Le Gallou est la personne qui a fait la réponse endogène. Ismaël Dagan a créé la souris AID-CRE et a fait une partie du travail. Et IAO, qui est une postdoc actuellement, continue le travail sur cette souris AID-CRE. Et c'est elle qui a initié la collaboration avec Daniel Pichauer sur le virus LCMV. Évidemment, alors un groupe d'individus, c'est beaucoup plus important qu'un chercheur seul. Ça, c'est Claude Agnès Reynaud et Simon Le Gallou, dont je viens de vous parler. Et où est I alors? Je l'ai perdu. Voilà IAO. Et alors ça, c'était juste la dernière diapo. Je voulais vous montrer la dernière diapo sur Gauguin. Le regard de l'artiste, c'est magnifique regard. La façon dont il nous regarde, c'est vraiment très impressionnant. Et la raison pour laquelle je vous ai vous montrer cette diapo, c'est que
À l'Université de tous les savoirs, j'ai fait il y a quelques années un cours. Bon, c'est un cours sur le système immunitaire, mais il faut être très large parce que c'est ouvert à tout le monde. C'est vraiment les gens de la rue, le commerçant en face qui veut venir écouter. Et il faut entraîner tous ces gens. Donc ça demande beaucoup de travail en fait. Donc je fais mon cours sur le système immunitaire, T, B, macrophage et tout. Et à la fin, le présentateur dit est-ce qu'il y a des questions? Il y a une dame qui se lève et qui dit moi j'ai une question. Alors j'ai dit oui. Je trouve scandaleux que vous ayez montré la photo de M. Gauguin, que vous ayez montré son tableau D'où venons-nous, qui sommes-nous? Qu'est-ce qui vous permet d'associer le système immunitaire à M. Gauguin? Et elle parle dans une diatribe où on ne pouvait plus l'arrêter. Je me fais engueuler. Et je me disais, est-ce que cette dame est présente aujourd'hui? Est-ce qu'elle va à nouveau me demander pourquoi je montre la photo de M. Gauguin? Merci beaucoup.